merci, bonjour à tous, bonsoir. Du coup, moi je suis pas de Pôle emploi, de France Travail, pardon. Je suis de Groupama, support et service, on n'est pas très loin, on est à quelques centaines de mètres d'ici. Il y a des anciens un peu partout. Donc un petit mot du coup sur G2S, Groupama Technologies. On fait partie du groupe Groupama, 31 000 employés, un peu partout en Europe. On est un GIE donc du groupe Groupama. Donc on est un petit peu partout en France, sur plusieurs sites. 1500 employés à peu près chez G2S et on recrute à peu près 130 personnes par an. Donc si vous êtes intéressé, il y a plein de postes ouverts un peu partout en France sur les différents sites. Donc n'hésitez pas à scanner les QR codes. Le truc important, c'est qu'on est un GIE de plusieurs entreprises. Donc ça, vous verrez par la suite que ça a son importance sur le comment est-ce qu'on va gérer nos clusters Kubernetes pour ça. Donc, juste en préambule, l'objectif de cette presse, c'est juste de vous montrer en fait comment est-ce qu'on a implémenté les clusters Kube dans la boîte et comment est-ce qu'on est passé de quelques devs à environ 500 devs sur les clusters tous les jours. Donc je vais faire un petit focus sur plusieurs parties qui sont importantes. Donc on a commencé en 2017. Le truc, c'est qu'on a commencé pendant à peu près 8 mois dans une salle fermée avec pas mal de profils, des architectes, des ingés réseau, système, sécurité, du stockage, des devs, des premiers évangélistes DevOps, pardon, qui faisaient déjà du DevOps avant de faire du Cube, qui nous ont aidés. Et une équipe de dev, et le but ça a été d'essayer de construire en infra as code sur Ansible un cluster Cube OpenShift en distribution. Sur pourquoi est-ce qu'on a choisi OpenShift au départ, parce que ça nous a facilité, on va dire, la montée en puissance sur les technocubes, sachant que ça embarque énormément d'outils qui sont, si on fait du cube natif, on va dire, pas forcément installé. Et là, on avait un package homogène qui nous permettait de démarrer bien proprement et bien de manière correcte. Donc, ouais, quelques petits trucs, c'est que forcément dans OpenShift, c'est une solution où tout est packagé, comme je disais. Donc, on pouvait utiliser la solution de log embarqué. Non, c'est bon. C'est reparti. Donc il y a une stack Elasticsearch embarquée. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça nous permettait du coup d'exposer directement des logs. On n'avait pas encore dans la boîte on va dire de cluster Elasticsearch communautaire. Donc ça nous permettait déjà d'exposer les logs aux développeurs. Et là c'était déjà un gros plus pour les développeurs qui partaient de pas grand chose à direct la possibilité de consulter leurs logs directement. Un seul cluster qui faisait tout du dev à la prod. Ensuite, de 2018 à 2023, c'est forcément la montée en puissance, on va dire, du nombre de clusters pour réduire les RTO en cas de crash, pour des nouveaux cas d'usage, pour augmenter le nombre de workloads qu'on pouvait héberger. Pareil sur le Prometheus, on est parti sur Thanos pour agréger les logs des différents Prometheus des différents clusters. Ça, c'est obligatoire dès qu'on a plus d'un cluster. Et là, c'est pareil, à cette époque-là, il y a une stack Elasticsearch d'entreprise communautaire qui s'est mise en place. Donc on a rerouté nos logs sur cette stack pour avoir vraiment l'imbrication, on va dire une imbrication complète, que ce soit une stack DevOps ou une stack VM ou n'importe quel autre type de workload. Un développeur, il n'a pas à se soucier d'où est déployé son appli, il peut voir les logs dans Elasticsearch. Aussi, ce qui était très important pour nous, c'était de partir sur la même base technique que le reste de notre SI. Donc 100% on-premise sur VMware. Et c'est géré par les équipes production comme si c'était n'importe quel VM. Donc un node cube est géré comme une VM qui héberge une base de données ou n'importe quoi. N'importe quoi. Le petit truc à droite, c'est parce que ceux qui font de l'OpenShift auront eu la mauvaise surprise
capitaliser énormément on va dire d'infra as code sur des playbooks Ansible ou ce genre de choses pour OpenShift 3 et arriver à OpenShift 4, et ben forcément c'est le drame puisqu'il n'y a plus rien qui marche, il faut tout refaire. Et pareil, sur la partie stockage, on utilise, on est plugué aussi sur les mêmes technos que sur le reste de notre SI, donc sur du NAS NetApp, avec du stockage provisioning dynamique avec Trident. Ceux qui ont du NetApp, je vous le conseille très fortement. Ça marche très bien. Ensuite, en parallèle, bah forcément, il y a des montées en puissance des équipes. Comme je disais tout à l'heure, en 2017, on a commencé avec une core team, on va dire, qui était vraiment enfermée physiquement, c'était avant la pandémie, dans la même salle. Après, on est monté en puissance, du coup, en nombre d'équipes de dev, parce que forcément, l'objectif, c'était pas de faire que quelques applis. Donc, on a commencé sur un périmètre assez restreint, sur une vingtaine d'équipes de dev, qu'on a formées nous-mêmes, les gens qui étaient au départ de l'équipe sur toutes les technos qui sont marquées, DevOps, Cube, etc. On a créé et agrandi une équipe DevOps à Montpellier et à Rennes. Et maintenant, oui, on a une cinquantaine d'équipes de dev, c'est fluctuant, hein, ça tourne parce que les équipes viennent selon les produits. Il y a 500 développeurs qui ont accès à nos clusters, 4 personnes côté prod infra pour gérer les clusters et l'infra. 3 ingénieurs plateforme pour gérer tous les outils et les pipelines. Moi, je fais partie de cette équipe. Et après, on a 8 ingé DevOps qui aident toutes les équipes de dev à configurer leurs applis pour qu'elles marchent dans Cube. Donc, comment est-ce qu'on fait pour démarrer une appli dans Kubernetes et surtout, comment qu'on a évolué au fur et à mesure. Donc, selon votre positionnement dans le nombre, on va dire, de développeurs, ça peut être intéressant de piocher des idées dans différentes cases. Au départ, on était en full manuel. C'était les équipiers DevOps qui faisaient tout le travail pour les développeurs, avec un Jenkins file par projet. Même par composant applicatif. Donc au départ, on était 100% Jenkins en termes de pipeline. Côté GitLab CI, on avait très peu de choses, hein, c'est pareil. On était aussi sur un on-premise, une instance GitLab on-premise. Et tout ce qui est création des namespaces et des objets cubes gérés par les équipiers DevOps, puisque là, forcément, on fait un peu plus de droit qu'un simple développeur. Ensuite, comme on a eu de plus en plus de devs, il a fallu travailler un petit peu avec eux. Donc l'idée, c'était de travailler ensemble pour les former, comme on disait avant, les former sur les technocubes. Du coup, ils étaient un peu plus autonomes, donc ils pouvaient avancer plus rapidement. On a commencé à arrêter de faire des choses à la main parce que c'était plus possible, il y avait trop d'erreurs de copier-coller forcément. Et puis plus de clusters égale plus de risques d'anneaux. Donc on a fait des playbooks Ansible pour générer les ressources Kubernetes qui étaient committées dans un repo Git. Et ensuite, en fait, c'était créé manuellement, on va dire, avec Ansible, avec un playbook Ansible sur une VM d'un équipier DevOps. Donc pas top non plus. Dès qu'on commence à augmenter le nombre de clusters, c'est forcément de plus en plus long parce qu'il faut se connecter sur un cluster, récupérer des infos, se connecter sur un autre cluster, etc. C'était pas top. Et maintenant, alors l'objectif c'est de passer à 100% sur Spring Initializer. En fait, on a détourné un peu l'usage de Spring Initializer. Normalement, c'est un outil qui est fait pour générer des projets Java Spring Boot. Mais on a développé d'autres fonctionnalités qui permettent de bootstrapper n'importe quel type de projet. Vous verrez après un peu ce qu'on fait comme type de techno, mais l'objectif c'est vraiment de démarrer en fait qu'un développeur en quelques clics, c'est un catalogue, on choisit je veux faire ci, ça, et ça lui génère des fichiers qu'il n'a plus qu'à déposer sur un repo Git, et ça construit tout seul. Les playbooks Ansible là du coup qui créent les ressources Kubernetes qui sont dessus, ils sont lancés dans GitLab CI. Donc là, il n'y a plus d'humain qui rentre en compte. Ça commit pareil. Et là, c'est Argo CD qui prend le relais pour faire du GitOps et manager les ressources. Truc super important, c'est ce que j'ai mis avec les étoiles. Les ressources quota et les limit range, c'est
c'est des ressources pour ceux qui n'utilisent pas. Regardez, c'est très 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 important. Ça peut faire cracher des clusters cubes, donc c'est super important. Les quotas, parce que s'il y a un développeur qui a les droits sur un environnement, bah, il peut créer des milliards de secrets dans un namespace et ça peut faire cracher etcd. Les limit range, pareil, hein, si un développeur ne met pas de limite sur un pod, bah, il peut consommer tout ce qu'il veut. Donc le limit range, c'est pas mal. Pour ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet d'appliquer des valeurs par défaut si le développeur n'en a pas spécifié. Pareil pour les requests, ça peut être pas mal. Et donc oui, les devs sont vraiment autonomes maintenant pour démarrer une nouvelle application. Ils peuvent la builder et le déployer dans Cube en quelques clics. Tout est automatisé à partir du moment où ils passent par vraiment le projet d'initialisation. Les projets spécifiques du coup qui rentrent dans les 10% qui ne rentrent pas dans la première case, ils sont accompagnés par des équipiers DevOps. Là on parle de trucs un peu particuliers sur des technos qui ne sont pas forcément les plus standards chez nous ou qui démarrent. Quand on démarre une nouvelle filière, on essaie de toujours accompagner les équipes de dev avec un équipier DevOps chez nous pour qu'ils puissent avoir les bonnes pratiques et bien partir. Et cadré, et surtout, c'est ça qui est important, c'est que des fois, il y a des projets qui ne sont pas faits pour aller dans Kubernetes, et c'est bien de le dire assez rapidement aux équipes de dev pour pas qu'ils aillent trop loin. Donc les applications qui sont hébergées, forcément au début on a commencé très light avec une appli en prod, on avait prévu forcément le jour de la mise en prod un plan B en VM. Donc on avait du routage qui était prêt à basculer au cas où ça marche pas, et c'était quand même une appli qui était relativement importante parce que c'était sur des trucs de finance, donc c'était plutôt, ça ne devait pas planter quoi. Donc le plan B on l'a jamais utilisé, on l'a décommissionné d'ailleurs il y a pas longtemps. C'est pas bien, mais on l'a fait il n'y a pas longtemps. Voilà, c'était des VM qui étaient prêtes à accueillir l'appli qu'on déployait sur des VM avec Puppet encore à l'époque et dans Cube. On est passé dès 2018, fin 2018, on a commencé les microservices. Alors là, c'était le nombre d'applis, de composants applicatifs, on va dire, dans les clusters Cube a explosé. Là, ça s'est monté en force. Hein. Donc là, ça a été. En fait, on a profité d'une refonte d'une grosse application pour découper toute l'architecture en mode microservice. Une appli assez importante chez un assureur, c'est pour les sinistres. Donc tout ce qui c'était assez critique et assez important. Donc on est parti sur des microservices dans Cube. Et on continue les microservices. Hein. C'est l'architecture à peu près standard qu'on utilise sur les déploiements applicatifs. Et avec depuis, on va dire 2 ans, un peu plus de 2 ans, depuis 2022, on va dire, on commence des micro-fronts, donc en Vue.js, des widgets Vue.js, pour avoir de la réutilisation de front et un socle graphique qui soit commun dans toute la boîte pour toutes les applications. Donc ça, c'est super important quand un utilisateur d'une appli, il voit des choses qui se ressemblent entre différentes applications. Les UX sont très, très, très importantes pour nos utilisateurs. Et forcément, comme les développeurs et les architectes voient que Cube, ça marche, et on commence pas mal de transformations d'applications qui étaient legacy sur des vieux socles techniques. Au lieu de les rénover sur des socles en VM, on les porte beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement sur du Cube. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on fait depuis 3 ans, je dirais. Ça représente à peu près 500 déploiements par jour sur nos clusters Cube. Voilà. 500 pipelines de déploiement. Ça, c'est l'évolution du nombre de composants. La capture date d'il y a quelques heures. Alors, comment est-ce qu'on build et on déploie nos applis dans Cube? Donc au départ, ce que je disais, on avait un Jenkins file dans les repos des applis. Donc dès qu'on a commencé à faire plus de 3 applis, on va dire, ça nous a vite saoulé d'avoir des Jenkins files qui étaient quand même assez velus parce que, mine de rien, quand il faut compiler du code, générer une image Docker, créer des manifestes Cube pour les déployer, etc., s'authentifier sur un cluster, suivre que le déploiement se passe bien, etc., ça commence à faire des gros fichiers de pipeline. Donc on a utilisé en premier et assez rapidement une techno qui s'appelle Jenkins Shared Library. Donc ça permet de mettre en fait une référence sur
un repo Git. Donc en gros, le Jenkins file sur le repo du développeur, il a juste une référence avec un tag Git ou une branche pour aller chercher le pipeline. Il n'a plus qu'à aller le chercher et ça marche. Donc au bout d'un moment, on s'est rendu compte que les développeurs, ça ne leur convenait pas trop parce que des fois, ils avaient envie de surcharger certaines couches. Par exemple, nous, on avait écrit dans notre librairie la manière de compiler par exemple du code Java. Et il y en a qui disaient non, moi je préfère compiler mon code Java autrement. Donc là, on est parti sur un plugin de Jenkins qui s'appelle Jenkins Modular Pipeline, MPL. Donc là, ça permet d'avoir vraiment une approche modulaire des pipelines. Donc là, c'est vraiment comme dans du code objet, hein, c'est de l'override de stage dans Jenkins. Et donc ça marche plutôt pas mal. Les développeurs, beaucoup de développeurs en fait savent facilement modifier leur propre stage quand ils ont envie de faire des choses un peu différemment du standard. Et depuis 2023, depuis l'année dernière, on arrête Jenkins parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de limitations. Et une de grosses limitations, on va dire, c'était le fait que c'est vraiment pas du tout un moteur de pipeline qui soit cloud natif. Donc on est parti sur Tekton, plus la combinatoire avec Helm, qu'on n'utilisait pas jusqu'à présent. Et donc là, Tekton, c'est un moteur de pipeline, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est vraiment 100% intégré dans Cube. Donc c'est des objets Cube qu'on manipule, c'est hyper simple à manipuler. Tout est stocké dans etcd, donc ça marche plutôt rapidement, ça s'instancie rapidement. Il n'y a pas de moteur qui attend de mettre comme dans Jenkins. Tout est dynamique. Donc on interroge avec des commandes kubectl pour démarrer des pipelines. Ça marche bien, très très bien. Et donc on en a profité pour rajouter, en faisant ces nouveaux pipelines, pas mal de contrôles, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de développeurs ou d'équipiers DevOps qui n'utilisaient pas les bonnes confs ou les confs qu'on recommandait. Donc là, on rajoute de plus en plus de contrôles. Et comme maintenant, en fait, les tâches, les étapes des pipelines sont stockées dans Git et poussées dans les clusters Cube avec Argo, c'est assez facile de versionner les étapes des pipelines pour rajouter des contrôles et de ça de manière beaucoup plus fluide et invisible pour les développeurs. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont des nouveaux contrôles qui se rajoutent au fur et à mesure. Donc des fois, c'est vrai que c'est un peu inconvénient parce qu'ils se disent ça marchait avant, mais maintenant ça ne marche plus. Mais c'est pour une bonne raison. Donc là, je vais vous montrer quelques outils qu'on utilise à notre échelle. Après, il y a des trucs qui sont bien, pas bien, mais je vais montrer quelques trucs sur pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Je passe, parce qu'il y a beaucoup de choses, et du coup, je vais juste focus sur quelques-uns de ceux-là. Si vous avez des questions sur des trucs qui sont là, que je n'ai pas évoqués après, n'hésitez pas à m'en parler après. Je pourrais vous expliquer pourquoi on a choisi ces outils et comment on les utilise. Donc déjà, la première question qu'on s'est posée quand on a arrêté de faire du kubectl apply d'un manifeste, c'est est-ce qu'on fait du Helm ou est-ce qu'on fait du customize pour nos développeurs. Donc très clairement, nous, on a vu beaucoup plus d'avantages à utiliser Helm pour nos développeurs, pour une des principales raisons qui est je cherche le truc, mais en fait je ne l'ai même pas mis ici, donc c'est un peu con, mais en gros c'est la documentation. C'est la documentation du chart, j'en parle juste après, mais la documentation des charts Helm, c'est vital. Et ce qu'on ne peut pas faire avec Customize, parce que je ne crois pas qu'on puisse stocker ça en tant qu'objet OCI. Donc Helm, pour les développeurs, pourquoi est-ce qu'on l'a choisi? Donc ce qu'on fait, comment est-ce qu'on l'utilise? Donc on a un pipeline GitLab CI, GitLab CI, qui publie nos charts sur une instance Chart Museum. On utilise les conventional commits pour générer, avec Semantic Release, des changelogs automatiques et des releases automatiques. On a beaucoup de tests, c'est super important. On a également un schéma JSON qui permet d'imposer la structure. Donc, c'est-à-dire que si un développeur dit moi, dans mon fichier de conf, je veux quelque chose qui n'est pas autorisé, ça va planter direct. Comme ça, on n'aura pas quelque chose qui partira, quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ensuite, pour mettre à jour les charts, il y a deux choix. Mettre à jour les charts dans les repos des développeurs. Il y a vraiment deux méthodes. Il y a soit on utilise la version majeure, donc ça c'est ce qu'on fait.
Donc c'est-à-dire que les repo guides de nos développeurs, on leur dit par exemple je suis sur la version du chart Spring Boot version 1.0, version 1 pardon. Et donc ça veut dire que nous, quand on met à jour le chart, eh bien, en fait le développeur, il faut qu'on fasse très attention que les changements qu'on va introduire ne sont pas cassants pour le développeur. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de tests et qui fail si jamais on introduit des changements cassants. Donc ça c'est la première méthode, ça permet quand même d'avoir nos développeurs de la dernière version de nos charts. C'est-à-dire que si par exemple on veut introduire des nouveaux objets dans les charts ou des nouvelles, je sais pas moi, un exporteur ou un service monitor, ce genre de choses, on peut le rajouter sans que le développeur n'ait quoi que ce soit à faire et on peut le pousser directement sans qu'il le voie. Yes. Sinon, la deuxième méthode, c'est d'utiliser un très fort, j'ai mis en gros, un workflow, soit Renovatbot ou Dependabot, ça dépend ce que les technos de GitHub, GitLab que vous avez, pour mettre à jour sur les développeurs. Sinon, vous allez vous retrouver avec des développeurs qui utilisent des charts que vous avez fait il y a quelques mois, quelques années, qui peuvent être pas top et vous voulez pas qu'ils tournent en prod. D'utiliser absolument les labels recommandés. J'ai mis les QR codes, n'hésitez pas à les scanner, c'est pareil. C'est vraiment les labels qui sont recommandés sur les objets dans Cube, dans les images Docker aussi, et dans Helm. C'est top parce que ça permet après, le truc qui est après, c'est de générer automatiquement de la documentation et d'utiliser des outils comme un outil de Bitnami qui s'appelle Readme Generator for Helm, qui permet à partir d'un fichier value de générer un Readme qui soit vraiment sympa. Et super lisible. Et Artifact Hub, je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça, c'est quand on déploie nos charts dans Chart Museum. Voilà l'interface graphique de Chart Museum. Voilà, super, le développeur ne sait pas ce qu'il peut faire. Et ça, c'est Artifact Hub. Donc il y a une interface de recherche en haut à droite. Par exemple, si je recherche un web server, j'ai directement un web server HTTPD ou Nginx. J'ai le changelog du chart avec qu'est-ce qui a été modifié, pourquoi. Et le README à gauche avec toutes les properties qui sont dispo pour le développeur. Donc ensuite, on utilise forcément Argo CD dès qu'on a plus de 2 clusters, c'est obligatoire, ou Argo CD ou n'importe quel autre outil de GitOps. Dans Argo CD, il y a les applications set qui sont vraiment top pour... dès qu'on rajoute un cluster, rajouter automatiquement tous les objets qui vont avec. On l'utilise pour la config de l'infra. C'est mes collègues côté infra qui l'utilisent, plutôt côté ingress controller, storage class, etc. pour faire les backups. Nous, on l'utilise pour faire l'initialisation des applications. Ce que je disais tout à l'heure, les ressources cubes, les namespaces, les limit range, etc. Peut-être que plus tard, on fera les déploiements des applis. On verra. C'est pas forcément sûr parce que le rollback est pas facile quand on a un déploiement de crash. Donc, actuellement, on utilise Helm pour faire les rollbacks, ça marche pas mal. Donc les pipelines. Donc nous, ce qu'on utilise et ce qu'on a, après un peu d'itération, mis en place, c'est on utilise 3 pipelines qui sont identiques pour toutes les équipes de dev. Donc il y a un pipeline qui permet de faire du build et de pusher une image Docker dans une registry. Donc le dev, il a juste à écrire comment est-ce que je compile mon code, et ça compile, ça génère une image Docker. Ensuite, on a un autre pipeline qui permet de déployer une image Docker, plus son Helm chart associé dans un environnement. Donc ça, il peut répéter sur les environnements qu'il veut. Et on a un autre pipeline qui permet d'exposer une API sur notre gateway. C'est automatisé, ça marche plutôt bien. Il y a quelques fichiers de conf à écrire, un Swagger à déposer, et le dev peut exposer son API. Donc forcément, les pipelines, je disais, tournent dans Tekton. Ils sont démarrés avec un outil qui s'appelle Tekton Triggers, qui permet de démarrer avec un webhook un pipeline. Donc plutôt bien parce que vous allez voir qu'on utilise GitLab CI pour démarrer nos pipelines. Et donc on peut les démarrer avec ça, donc ça marche très très bien. Donc beaucoup de checks, j'en parlais tout à l'heure, qui sont faits soit en synchrone, soit en asynchrone. On a une logique entre guillemets événementielle pour nos pipelines où on envoie des événements en disant je suis en train de déployer sur tel environnement, par exemple en pré-prod, et il y a des checks qui sont exécutés et ils sont vraiment exécutés en asynchrone. Donc le développeur n'a pas le retour tout de suite, mais par contre il peut l'avoir après parce que les checks, comme on en a beaucoup, ça peut être lent. Et on a fait vraiment le choix de séparer en fait le démarrage du pipeline
dans GitLab CI parce que on n'a pas voulu intégrer la logique de test et de qualité, de vulnérabilité, etc. dans nos pipelines qui permettent de faire du build et du développement. Ils sont faits vraiment dans GitLab CI parce que chaque développeur, là, c'est ultra spécifique. Selon les équipes de dev, il y en a qui veulent faire des choses, il y en a qui veulent faire d'autres choses. Là, chacun fait comme il l'arrange. Tant qu'il démarre les 3 pipelines qui sont en haut, c'est bon. Donc ça, c'est voilà, le workflow général, le développeur qui pousse dans GitLab, ça fait des tests, ça lance un pipeline de build qui fait de la compilation après avoir fait des checks de build, et ça pousse une image Docker dans une registry. Si ça lui va, il peut déployer sur l'environnement dev. Ça peut être automatique ou pas, ça dépend. C'est quand il fait un tag ou pas. Ça dépend vraiment des devs. Et après, le pipeline de déploiement fait tout. Déploiement, gestion du DNS, etc. Rollback si ça ne marche pas. Et ce que j'ai mis, il envoie des événements. Donc pourquoi... On arrive au bout. Pour un Hello World en plus. Ouais, c'est ça. Je vais vite. Je vais vite. Il y a ça, je vais passer du coup. Juste un truc très important. Si vous utilisez Tekton à l'échelle, faites très 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 attention parce que, comme je disais, ça tourne dans Cube. Donc c'est stocké dans le TCD. Et le TCD a une taille maximale qui, si on atteint, c'est la fin du cluster. Donc c'est 8 gigas pour info. Si vous atteignez les 8 gigas, c'est terminé. Donc nous, on est en période de montée en puissance, donc on fait très gaffe à ça. Hop. Et donc il y a quand même ce petit truc qui est quand même plutôt représentatif. Mais c'est surtout ça, en fait. Ce que j'ai mis tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a de plus en plus de clusters, on a de plus en plus d'applications, on a de plus en plus de registries Docker, on a de plus en plus de configs, on a de plus en plus de checks. Et donc, en fait, on avait besoin d'une tour de contrôle. Et donc, un peu comme ce qui a été fait dans la première presse, on a exposé une API. En fait, on expose des API qui permettent de ce que j'ai mis comme exemple un peu plus bas, qui permettent de, par exemple, savoir quelle est l'URL dans lequel je dois déployer mon appli, l'URL du cluster dans lequel je dois déployer mon appli. Est-ce que mes tests sont passés pour mon tag 1.0 pour mon appli B. Donc, il y a plein de références en fait, qui sont stockées dans cet outil. Donc là, on a utilisé Strapi, je ne l'ai pas mis, c'est un CMS headless. Donc c'est ultra performant et surtout ça permet de générer des API hyper facilement avec de l'autente, etc. Et ça marche très bien. Nous, on l'utilise comme référentiel. Ça nous permet vraiment d'avoir toutes les infos au même endroit. C'est authentifié, donc ça marche vraiment bien. Ça, pour info, c'est tout notre écosystème DevOps entre guillemets. Et en fait, on voit pas, mais il y a un point central en fait qui est cette tour de contrôle justement, ce qui est appelé par tous les autres outils. Et je finirai par ça. Qu'est-ce qui nous reste à faire? C'est la gestion des fichiers de conf, les properties et secrets, hyper compliqué. Le DevSecOps, on commence avec Tekton à en faire avec la signature des artefacts, ce genre de choses. Une meilleure gestion des dépendances, même si on commence à avoir des trucs qui marchent plutôt bien. Et surtout le workflow des checks. Je vous ai dit qu'on faisait beaucoup de checks. Le problème, c'est que on se rend compte que les checks ne sont résolus entre guillemets que quand ça crache et pas avant. Donc c'est dommage. Donc on va essayer de réfléchir à ça. Et après, il y a quelques technos comme vitesse qu'on regarde pour faire de la haute dispo sur MySQL, ce genre de choses. Voilà. Merci. J'ai fini. Merci. Excellent. Je pense que vous utilisez à fond GitLab. Je pense que tu devrais parler à Aurélien, qui a des super solutions GitLab qui est derrière, à mon avis. Il pourra pas mal vous accélérer. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ouais, j'aime ça. Rapidement, pourquoi avoir utilisé Spring Initializer pour gérer tout plein d'autres trucs? Et est-ce que ça a été compliqué à intégrer ou pas? Intégrer avec quoi? Là, de ce que j'ai compris, avec Spring Initializer, vous pouvez créer une application, n'est-ce pas, Spring Boot? Ouais. Donc, c'est le genre d'intégration-là. Non, franchement, c'est pas très compliqué. Ça se fait hyper bien. Et en fait, ça marche avec des templates. Et en fait, du coup, tu peux faire des templates pour n'importe quel type on va dire d'appli que tu veux générer. Tu peux même générer d'autres choses que des applis, que des starter kits. Donc ça marche. Ça marche. Le seul inconvénient de Spring Initializer, c'est que ça fait pas la création du repo Git, le push sur ton repo Git.
Ça, c'est peut-être des trucs sur lesquels on va aller après. Et du coup, on verra si Spring Initializer répond aux besoins ou pas. Plutôt des trucs comme des backstage ou ce genre de choses pour répondre. Une question Yes. aussi là, Yes. Patrice. Vous n'avez pas parlé de réseau. Quel CNI vous utilisez? Alors, en fait, on en utilise deux. Attends, je ne vais pas dire de conneries, mais je crois qu'on utilise... en fait... je sais pas, je sais plus, je vais pas dire de bêtises. Donc on utilise deux sur les différentes générations de clusters qu'on a installés. Et de mémoire, il y en a un qui est déprécié. Je suis pas trop côté infra, donc je ne pourrais pas trop te répondre là-dessus, mais je sais que côté infra, c'est un sujet très compliqué avec Red Hat. En plus, sur OpenShift, c'est assez tendu sur ce sujet. Et donc non, je sais pas te répondre, désolé. Il y a une autre question ici, Patrice. Ouais, Patrice, excuse-moi. Tu as dit que vous aviez démarré avec un cluster, après vous avez démultiplié le nombre de clusters pour sécuriser. Oui. Comment vous avez construit votre stratégie de résilience multi-site? J'imagine qu'aujourd'hui vous avez déployé des workloads stateful 7. Vous avez eu la possibilité de construire une stratégie adaptée à ce périmètre-là. Et comment vous l'avez mergé avec la stratégie legacy? En fait, on l'a installé comme, en gros comme avec de la VM sur VMware. En fait, on a des clusters stretch sur plusieurs data centers. Donc, en fait, les nœuds sont sur différents data centers. Donc ça permet d'avoir forcément de la redondance sur plusieurs sites. Et au niveau des données, en fait, comme on s'appuie sur le stockage legacy, entre guillemets, mais en fait, c'est pareil, il est redondé en fait, par le fait qu'il soit sur les technos qui sont utilisés par des VM ou ce genre de choses. Donc du coup, c'est aussi je crois que le NAS est en stretch où il y a deux têtes sur plusieurs data centers. Mais oui, en tout cas, en fait, comment on a fait le choix vraiment de partir sur une infra qui est identique, on va dire, à un workload VM. En fait, on s'appuie sur tous les mécanismes de la boîte, quoi. Tout ce qui est PRA, etc. est géré comme n'importe quelle application, que ce soit sur une VM ou sur Cube, c'est géré pareil. Dernière question. Alors moi j'en ai une. Je vois vous êtes full Ansible. Est-ce que OpenShift il propose du Terraform je pense qu'il propose du Terraform. Pourquoi ça n'a pas été un choix, Terraform? Parce que je pense que c'est pas tout à fait les mêmes usages. Nous, en fait, on utilisait Ansible pour juste générer du fichier YAML du manifeste Kubernetes et ensuite le gérer avec un autre outil, avec Argo CD pour le gérer après. En fait, on n'utilise pas de Terraform pour les clusters Cube. Ok, cool. Moi, j'en ai encore une dernière. Ouais, c'est la passion qui parle aussi. ELK. Je sais pas pour vous, tout le monde. Je vois qu'on France Travail l'utilise aussi. Ça coûte un bras. C'est pas facile à manager. Il y a des index de partout. Il faut mouver des shards, etc. Ouais. Pourquoi il y a eu ces stratégies juste pour des logs, sachant que ça coûte un bras? Alors, du coup, c'est la même réponse un peu qu'à Sébastien. En fait, le truc, c'est qu'on utilise l'infra communautaire, entre guillemets. Donc, du coup, on utilise la stack ELK que Groupama a choisi. Pour être dans un mode, un développeur, il peut utiliser, voir ses logs, qu'ils soient sur une VM, sur n'importe quel type d'appli, il voit ses logs au même endroit. Et surtout ça qui a porté le choix, c'est le fait que ce soit la solution. La solution, mais pas la complexité qu'il y a derrière. Ça marche. Merci beaucoup, merci à tous.